Ok, bonsoir. Je suis le docteur Chris Roller, je suis urologue ici à l'hôpital Kirchberg depuis 2019. Ensemble avec le groupe urologique. Donc on est à 8, on est une association de 8 urologues au total qui s'occupent de l'urologie ici à l'hôpital. Et le sujet de mon discours, c'est le rôle et évolution de la biopsie dans le cadre du cancer de la prostate. J'ai essayé de garder le discours assez, bon, pas trop sophistiqué, même s'il y a des spécialistes dans la salle. Mais je pense que c'est aussi un peu intéressant pour les patients. Donc si jamais ils ont besoin à un moment donné d'une biopsie pour s'informer un tout petit peu. On m'a demandé juste de dire encore quelques informations. Bon, si jamais vous avez besoin d'un ticket de parking après, vous pouvez demander à l'accueil pour qu'il soit validé gratuitement. Si quelqu'un a besoin d'une attestation de participation, il peut le demander à l'email conférence au pluriel @hopitauxschumann.lu. Également, si vous avez besoin d'un programme de conférence médicale, de formation médicale continue, et recherche des hôpitaux Robert Schumann, également vous pouvez demander ça à l'email conférence@hopitauxschumann.lu. Bon. J'ai donc plusieurs points. Je vais commencer brièvement par l'anatomie de la prostate, ensuite parler brièvement du cancer de la prostate sans trop aller dans le détail non plus. Et après, donc le déroulement d'une biopsie classique et un peu donc, de l'évolution des biopsies, ce qui est possible aussi actuellement et peut-être dans le futur. Voilà, je vais commencer par l'anatomie de la prostate. Bon, je suppose que vous connaissez. Donc, la prostate, à la base, se trouve en dessous de la vessie, de la base de vessie. Voilà, en forme de noix. Donc, normalement, elle n'est pas très grande. Il y a l'urètre qui passe à travers la prostate. Donc, en fait, la prostate, elle forme une partie de l'urètre. Si on regarde un peu plus près, vous avez ici le canal déférent. Bon, après le canal déférent, les vésicules séminales, où finalement, lors de l'éjaculation, il y a l'éjaculat qui se draine donc dans l'urètre. La taille, normalement, voilà, aux environs de 20 grammes, plus ou moins à peu près. Et lorsqu'on regarde un peu plus près, la prostate, elle peut être divisée en plusieurs parties. Donc il y a d'un côté la zone périphérique, qui est ici en vert. Ça c'est en fait la majorité, ou une grande partie de la prostate. Pardon. Vous pouvez juste regarder, j'ai un petit problème ici avec le... Je voudrais juste faire disparaître cette... Oui. Pardon. Parce que là, ça... Les gens sont encore là. Okay. Bon, voilà. Donc la zone périphérique, ici en vert, qui forme à peu près 70% de la prostate. Et donc la majorité des cancers de la prostate proviennent effectivement de cette zone. Après, ici, en violet, vous avez la zone centrale. La zone centrale comprend à peu près 25% du volume de la prostate normale. Et c'est aussi de cette partie-là que vous pouvez avoir une hyperplasie bénigne de prostate à un moment donné qui peut créer des problèmes urinaires. À peu près 5% des cancers de la prostate proviennent de cette zone centrale. Et finalement, vous avez la zone de transition, donc ici en bleu. La zone de transition, elle comprend à peu près 5% du volume normal de la prostate. Et elle est le site également d'une hyperplasie bénigne de prostate potentiellement. Et on dit qu'à peu près 10% de tous les cancers de prostate proviennent de cette zone de transition. Ensuite, le cancer de la prostate, juste quelques informations. Donc, d'un côté, c'est le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde, après le cancer du poumon. Il faut dire que le cancer de la prostate est généralement détecté avant l'apparition de symptômes. Donc, souvent, les patients viennent nous voir pour un dépistage. Ils disent « j'ai aucun symptôme, donc tout devrait être bien ».
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Bon, quelques symptômes qui peuvent apparaître, c'est d'un côté une miction plus fréquente, c'est-à-dire les gens doivent aller plus souvent aux toilettes, éventuellement un jet d'urine plus faible. Ça peut bien sûr aussi provenir d'une hyperplasie bénigne de la prostate, éventuellement associée avec un cancer. Plus rarement, de nos jours, on voit des patients avec hématurie ou hémospermie, donc du sang dans les urines ou dans le sperme, en tant que premier symptôme du cancer de la prostate. Si on retrouve ces symptômes, il faut dire que souvent le cancer est déjà un peu plus avancé. Également, très rare, c'est que les gens viennent avec une dysfonction érectile en tant que symptôme d'un cancer de la prostate. Et voilà, je l'ai juste mis parce que bon, ça peut arriver. Après, donc au niveau biologie sanguine, on retrouve souvent un PSA. Donc là, je vais encore dire quelque chose de plus précis après. Le PSA, c'est cette fameuse protéine Prostate Specific Antigen qui est produite par les cellules typiquement de la prostate. Et on dit souvent donc une valeur au-dessus de 4 nanogrammes par millilitre peut éventuellement aussi être un signe d'un cancer. Ben sinon, encore, voilà, à dire, le cancer de prostate se développe souvent lentement. Donc, on a beaucoup de patients qui sont détectés ou qui sont diagnostiqués d'un cancer de prostate, mais il faut savoir que la majorité d'entre eux n'en meurent pas, mais souvent, ils développent d'autres problèmes et ils meurent plutôt à cause d'autres problèmes que maintenant du cancer de la prostate. Oui, on voit ça très bien. Donc les stades du cancer de la prostate, je vais peut-être juste brièvement vous rappeler. Bon, l'anatomie, vous avez ici la prostate avec les vésicules séminales et la vessie. On a la classification internationale TNM qui voilà, donc, classifie les différents stades dans des différentes classifications. Vous avez ici des copeaux de résection. Lorsque, par exemple, on fait une résection de prostate pour un patient qui n'arrive plus à bien uriner, on fait une résection transurétrale, donc on enlève des copeaux. Les copeaux sont envoyés en anapathe et le pathologue les regarde sous le microscope. Et s'il y a moins de 5% des copeaux qui sont envoyés par une tumeur incidentelle, on parle d'un T1A. Si c'est plus que 5% de T1B, après, vous avez ici l'aiguille. Donc, si le cancer de la prostate n'est détecté que par une biopsie, donc sans autres symptômes, donc on parle d'un T1C. Après, on passe au stade T2. Si la tumeur au toucher rectal, par exemple, elle touche moins que la moitié d'un lobe, c'est un T2A. Si c'est un lobe entier, 2B. Si les deux lobes sont déjà envoyés, on parle d'un 2C. Et finalement, le stade 3. C'est bon, lorsque la tumeur est déjà localement avancée, lorsqu'il y a un dépassement de la capsule au toucher rectal. Un T3B, c'est une invasion déjà aussi des vésicules séminales, donc des structures connectées. Et finalement, bon, le T4, c'est vraiment si la tumeur est localement avancée et elle touche déjà les organes voisins. Bon, brièvement peut-être pour les statistiques, ce que j'ai trouvé les derniers chiffres en Europe en général de 2018 par Eurostat, vous voyez, bon, en Union européenne, il y avait 2,5% de toutes les mortalités chez les hommes étaient dues à des cancers de prostate. Bon, pour les chiffres au Luxembourg, je ne sais pas si elles sont complètement vraies. Bon, là, on serait juste en moyenne, mais bon, il faut aussi dire avec une population assez petite, les statistiques comme celle-ci peuvent être vite biaisées. Pour les facteurs de risque pour un cancer de la prostate, bon, d'un côté, bien sûr, il y a l'âge. Il faut savoir que c'est très rare qu'on diagnostique un patient en dessous de 50 ans avec un cancer de prostate. Si jamais c'est le cas, ça veut souvent dire que les cancers sont un peu plus agressifs et qu'il faut agir assez rapidement. L'origine ethnique joue également un rôle. À savoir, bon, ça c'est plutôt des statistiques des États-Unis. Là, ils ont trouvé que, par exemple, les hommes afro-américains développent plus souvent un cancer de prostate que les hommes caucasiens, bon, blancs ou hispaniques. Et également, les hommes afro-américains sont plus susceptibles de mourir d'un cancer de la prostate que les hommes caucasiens ou hispaniques.
Après, des antécédents médico-familiaux peuvent également jouer un rôle. Donc si par exemple vous avez dans votre famille un parent au premier degré, donc un frère ou père qui est atteint d'un cancer de la prostate, les patients peuvent être plus susceptibles de développer également la maladie. Autre chose, c'est si vous avez des hommes qui ont dans leur famille un cancer du sein lié au gène cancer du sein, donc le BRCA, là également, vous pouvez être plus sensible de développer un cancer de la prostate. Finalement, l'alimentation, les patients nous demandent souvent est-ce que je dois changer mon alimentation? Bon, a priori non, mais on sait que, par exemple, une alimentation riche en graisse animale, pauvre en légumes, ça peut éventuellement augmenter le risque d'un cancer de la prostate chez l'homme. Voici juste quelques chiffres donc, du groupe urologique du Kirchberg de 2020. Bon, comme vous savez, avec la certification du Prostata Carcinum Centrum, voilà, il y a des standards qu'on doit respecter, qui sont donc donnés par la Deutsche Krebsgesellschaft qui donne cette certification. Donc ça veut dire qu'il faut traiter un certain nombre minimum de patients. Là, par exemple, en 2020, on a eu 267 patients avec un premier diagnostic de cancer de la prostate. Ce que je trouve pour Luxembourg, c'est déjà un chiffre assez élevé. On a 55 patients sous surveillance active. Là, je vais revenir tout à l'heure dessus parce que ça, c'est une des choses pour lesquelles on fait également des biopsies de prostate. Ça veut dire, en fait, ça, c'est des patients qui ont eu le diagnostic d'un cancer de prostate, mais qui est cliniquement pas très agressif. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout de suite faire de traitement. On peut les surveiller avec des PSA réguliers. Et normalement, après un an et demi, après le premier diagnostic, on va refaire une biopsie pour regarder si au niveau de l'agressivité, ça a changé. Et si en cours de route, il faut éventuellement changer aussi le régime, c'est-à-dire qu'éventuellement, il faut donc soit opérer le patient ou faire une radiothérapie. Et juste pour information, en 2020, on a fait une centaine de prostatectomies radicales assistées par le robot Da Vinci. Bon, maintenant, pour les indications pour une biopsie de prostate, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, vous avez le PSA qui peut être élevé. Bien sûr, si le patient maintenant vient chez nous avec un PSA supérieur à 4, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite faire une biopsie de prostate. Il faut savoir que le PSA, la raison la plus fréquente pour un PSA élevé, c'est plutôt l'hyperplasie bénigne de la prostate et pas forcément maintenant le cancer. Mais avec un PSA élevé, ça nous amène à faire bien sûr plus de diagnostics pour regarder de quoi il pourrait s'agir. D'autres raisons qui peuvent également augmenter le PSA, vous avez par exemple des prostatites, donc affection de la prostate, éventuellement traumatisme comme faire du vélo ou des rapports sexuels. C'est une raison pour laquelle souvent on dit aux patients, s'ils ont déjà un PSA un peu élevé, il faut le redoser. On leur donne le conseil peut-être d'éviter de faire du vélo et de ne pas avoir de rapport sexuel 3-4 jours avant la prise de sang. Alors, deuxième chose, c'est toucher rectal suspect. Donc, le toucher rectal, ça se fait toujours pour un dépistage. On essaye on regarde si on trouve des nodules suspects, donc qui nous amènent éventuellement aussi à faire plus de diagnostics. Bien sûr, après, vous avez, là je vais détailler un peu plus après, donc IRM de prostate supérieure à 3. Ça veut dire souvent, ou presque toujours, chez les patients qui ont éventuellement besoin d'une biopsie de prostate, on essaye d'abord de faire une IRM. Et là, je vais vous montrer tout à l'heure, donc il y a des standards également, des protocoles avec lesquels les radiologues nous donnent des informations si effectivement il faut vérifier ce nodule de plus près ou pas. Voilà. Il y a également les indications pour biopsie répétée. Ça également, des fois, ce n'est pas suffisant de faire une seule biopsie. Par exemple, si la biopsie initiale était inadéquate, ça veut dire, elle démontre des résultats atypiques, ou par exemple, la suspicion clinique reste assez persistante, qu'on a toujours un cancer de prostate, il faut éventuellement répéter à un moment donné pour voir si on n'a pas peut-être raté lors d'une première biopsie un cancer.
Et bien sûr, donc, comme dit tout à l'heure, la surveillance active d'un cancer de prostate cliniquement localisé à faible risque. Donc, si on a détecté un cancer de la prostate chez un patient, au bout d'un an et demi, aussi en fonction de l'évolution du PSA, il faut refaire la biopsie pour regarder si au niveau de l'agressivité, ça a changé. Et c'est ça, en fait, le pathologue qui nous dira donc ça dans la suite. Bon, le déroulement de la biopsie, voilà, il y a des standards également donnés par le Prostate Carcinome Centrum, donc par notre certification. On a tout d'abord la préparation. On essaye toujours d'avoir d'abord une culture urinaire. Tout simplement, si jamais le patient il a une infection urinaire, c'est bien de la traiter par un antibiotique avant de piquer dans la prostate parce qu'après, on peut avoir des complications avec des infections qui ne sont pas jolies. En général, on donne une antibiose prophylactique. Là, le standard actuel, c'est la phosphomycine, donc le monuril granulé qu'on donne souvent pour les infections urinaires non compliquées. On donne ça aux patients et on leur dit de prendre ça la veille de la biopsie et encore une fois le soir même de la biopsie. La ciproxine, on en a donné beaucoup dans le passé, mais apparemment c'est obsolète et aussi avec les effets secondaires potentiels, la ciproxine, aussi profloxacine, on utilise, c'est plus recommandé de le donner. Et finalement, voilà, il faut le dire aux patients d'arrêter les anticoagulants, surtout tout ce qui est un peu plus fort comme Eliquis, Lixiana, Xarelto, ça doit être arrêté parce que sinon on peut avoir des saignements importants. L'aspirine, en général, je dis aux patients qu'ils n'ont pas besoin de l'arrêter parce que bon, ça c'est un anticoagulant dans ce sens qui n'est pas trop grave. Voilà, patient après il est installé en position gynécologique. En général, on procède par, chez nous au groupe, par voie transrectale. Il y a également la possibilité d'une voie transpérinéale. C'est un peu plus douloureux, ça peut donner peut-être moins d'infection, ça peut éventuellement être un peu moins précis, mais le plus simple en fait c'est presque la voie transrectale. Et on procède donc par guidage échographique sous anesthésie locale. Et donc voilà, ça a l'air de ceci. Vous avez le patient voilà, en position gynécologique, vous avez l'échographie transrectale avec une gaine pour mettre l'aiguille de biopsie. Vous avez le pistolet ici donc, qui pique plusieurs fois. Donc, vous voyez ici plus près dans la prostate et on fait donc nos prélèvements que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est de cette manière qu'on procède. Et en général, la procédure est assez rapide. Ça prend, je dirais, peut-être une dizaine de minutes. Voici donc notre schéma standard qui également fait partie à nouveau donc, des recommandations du Prostate Carcinome Centrum. Donc vous voyez ici la prostate standardisée. Ça, c'est en fait le schéma qu'on envoie chez le pathologue pour qu'après qu'il puisse quand même savoir un petit peu où on a piqué pour mieux pouvoir interpréter aussi les résultats dans la suite. Donc vous avez le lobe schématisé, le lobe droit, le lobe gauche. Et vous voyez à chaque fois, sur chaque côté, le standard, c'est 6 biopsies. Donc on en prend 12 au total, ça c'est le standard. Vous avez les vésicules séminales ici schématisées, donc qui correspondent à cette structure-là. On note en général toujours pour les pathologies également le toucher rectal et on met le PSA du patient pour tout pouvoir mettre en relation. Après, vous avez une colonne ici, IRM suspecte. Donc là, a priori, on peut noter si sur une de ces parties-là, l'IRM a démontré un nodule suspect, on peut bien sûr le marquer ici. Ou bien si par exemple vous avez un nodule qui ne se trouve pas directement sur les points fixes, on peut toujours en ajouter... on peut toujours ajouter un point par exemple ici ou là et on marque donc des supplémentaires localisations et on va également dire au pathologue si en IRM ce nodule a été suspect. Bon, le rôle de l'IRM du dépistage, voilà, là c'est peut-être important. Entre-temps, le standard chez nous au groupe urologique, c'est que presque tous les patients qui n'ont jamais eu de biopsie, avant de procéder à une biopsie, on essaye d'avoir une IRM de la biopsie parce qu'elle donne donc plus
de précision, spécifiquement pour des nodules qui sont plus petits qu'on ne retrouvait peut-être pas en une biopsie classique. Et avec l'IRM, on a aussi la possibilité de faire des biopsies ciblées, donc associées à la biopsie random, comme je viens de montrer. Donc la biopsie random, c'est plutôt les 12 prélèvements fixes sur notre tableau. Et donc biopsie ciblée, si vraiment en dehors de ces 12 prélèvements, il y a un nodule qui est suspect, on peut vraiment aussi le cibler directement. Donc c'est quand même un peu plus précis. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a cette classification, le PIRADS score entre 1 et 5. Je vais vous montrer juste un peu plus en détail. Donc le PIRADS, c'est le Prostate Imaging Reporting Data System. C'est un groupe international de travail de radiologues qui a développé ce standard pour vraiment aussi standardiser les rapports d'examen d'IRM. Et voilà, on a des radiologues qui sont très bien formés dans le diagnostic et donc pour les comptes rendus de l'IRM. Donc on a vraiment beaucoup de précision dont je viendrai tout à l'heure. Voilà, vous avez donc les différents scores. Donc le PIRADS 1, si le radiologue me dit PIRADS 1 ou PIRADS 2, vous voyez, c'est très peu à peu susceptible que ce nodule soit un cancer cliniquement significatif. À partir de PIRADS 3, bon, c'est équivoque. On ne sait pas trop dire est-ce que c'est plutôt bénin ou malin. Et sinon, donc, s'il me note un score PIRADS 4 ou 5, là, voilà, c'est quand même susceptible, voire très susceptible que de cette lésion, il s'agisse d'un cancer de la prostate. Donc, en clair, ça a l'air de ceci. Donc, vous avez, ou ça, c'est le rapport que normalement on reçoit donc par les radiologues. Vous avez la prostate, alors dans différentes coupes, vue sagittale, donc du côté antéro-postérieur. Et ici, coupe transversale, donc ici près de la base, milieu et l'apex. Et donc là, voilà, on a noté, on a mis un nodule, un petit point rouge qui, dans toutes les coupes, ça correspond au même point. Et le radiologue a mis le PIRADS 4. Donc ça veut dire que, voilà, il faudrait regarder de plus près avec une biopsie de quoi il s'agit. Ça, c'est l'image IRM. De ce patient, vous avez la prostate ici, vous avez les hanches qu'on voit, et ce qui est donc important, c'est le nodule, voilà, ici plus foncé, qui correspond donc à ce nodule sur le compte rendu du radiologue. En général, ce qu'on fait, c'est on procède par une biopsie par fusion cognitive. Bon, fusion cognitive, ça veut dire que je dois fusionner, en fait, dans ma tête, les images d'IRM avec les images en échographie transrectale lorsque je fais ma biopsie. Donc vous avez également à nouveau ici le schéma. Donc on a noté ici un petit nodule qui correspond aux images ici en haut, donc en IRM. Et quand je fais ma biopsie, voilà, ça correspond, bon, c'est un peu plus large ici que sur le schéma. Mais ici, à nouveau, en coupe sagittale, c'est ce nodule-là qu'on veut donc regarder de plus près. Et vous avez ici en coupe axiale, bon, c'est un peu difficile à voir, donc à nouveau, la flèche montre le petit nodule qui correspond à ceci. Et vous voyez le petit reflet blanc ici, qui est hypodense, qui correspond donc à l'aiguille qui passe au moment de la biopsie, donc à travers, ou qui doit idéalement passer à travers donc, la lésion pour pouvoir l'envoyer en anatomopathologie. Donc ça c'est voilà le classique, ce qu'on fait en général donc avec cette fusion cognitive où je dois regarder moi-même pour trouver la lésion en tenant compte du rapport du radiologue et des images IRM. Et ce qu'on fait actuellement maintenant depuis peu, c'est une fusion entre les images d'IRM et le TRUS. Donc le TRUS, c'est le Transrectal Ultrasound. Donc là, on a la possibilité de faire une reconstruction en 3D de la prostate, que vous voyez ici. Bon, ça, c'est la vessie. Et vous avez l'urètre qui passe à travers. Vous voyez le petit nodule rouge ici qui correspond donc à nouveau à notre lésion suspecte. Et en échographie transrectale également ici. Et donc la flèche verte que vous voyez ici, c'est là où j'ai fait ma biopsie. Donc je vois ici que j'ai piqué à travers cette lésion. Le setting, ça a l'air de ceci. Vous voyez à nouveau le patient en posture gynécologique. C'est mon collègue Dr Battista qui est donc en train de faire une biopsie de fusion.
Vous avez l'infirmière avec les différents pots, donc qui sont numérés, comme j'ai dit, de 1 à 12 et éventuellement supplémentaires. Et sur l'écran ici, vous voyez ça de plus près, voilà. Donc là, vous avez la reconstruction en 3D de la prostate. Vous voyez ici la tumeur. Il faut dire que chez les patients ici, c'était quand même une tumeur assez étendue, qui était difficile à ne pas cibler, disons. Et donc l'image transrectale échographique, et donc la machine vous montre exactement où vous avez piqué à travers, et après vous avez un compte rendu où vous voyez à chaque fois où vous avez piqué. Donc c'est vraiment beaucoup plus ciblé et surtout très intéressant pour des lésions qui sont assez petites, où c'est vraiment difficile de faire une fusion cognitive pour vraiment pouvoir les retrouver. À ce moment-là, voilà, on a le feedback et on est beaucoup plus sûr d'avoir piqué à travers la lésion avant donc d'envoyer tout ça en nanopath. Bon, peut-être aussi important, c'est les effets secondaires et les complications. Les biopsies de prostate, bon, comme j'ai dit, avec l'IRM, déjà, on sait éviter des biopsies inutiles, ou si on voit qu'il s'agit maintenant d'une lésion qui n'est pas forcément, qui ne doit pas être regardée par biopsie, on peut éviter ça, et également donc les effets secondaires. Mais bon, ce qu'il y en est, il faut toujours dire aux patients, hématurie, hémospermie, ça c'est important. Donc d'un côté, du sang dans les urines, ça c'est obligatoire parce qu'on pique à travers l'urètre, donc ça saigne. C'est toujours, pour quelqu'un qui ne connaît pas, assez impressionnant. Également très important, hémospermie, parce que souvent, au bout de quelques jours après la biopsie, les gens ils appellent très inquiétés parce qu'ils ont vu du sang dans le sperme. C'est également normal, parce qu'on pique également à travers les vésicules séminales. Et le problème avec l'hémospermie, c'est que ça peut persister quelques semaines, donc il faut vraiment avertir le patient avant de ne pas trop s'inquiéter. Et pour l'hématurie, il faut lui dire de bien boire pour pouvoir rincer de l'intérieur. Deuxième chose, c'est les infections de la prostate, donc prostatite, qui sont possibles parce que, bon, surtout avec voie transrectale, on a toujours des germes dans le côlon qu'on va aussi amener dans la prostate, qui peuvent créer des prostatites malgré l'antibiotique qu'on donne en tant que prophylaxie. Et bon, s'il y a vraiment une forte prostatite, ça peut vraiment même aller jusqu'à un urosepsis, donc sepsis urinaire avec généralisation d'une infection. Et là, bien sûr, les patients doivent être hospitalisés et il faut leur donner des antibiotiques en IV sur plusieurs jours. Ça, c'est très rare, mais bon, ça peut arriver et c'est important de prévenir les patients. Et finalement, quelque chose qui peut aussi arriver, c'est une rétention urinaire, surtout quand les patients ont quitté l'hôpital. Donc, au bout de quelques heures, vous pouvez avoir un gonflement de la prostate suite à la biopsie qui peut faire une compression de l'urètre et donc les patients n'arrivent plus à uriner. Dans ce cas-là, c'est également important qu'ils vont voir les urgences pour leur donner une sonde urinaire pour vider la vessie. On a une fiche en général qu'on donne aux patients après avec toutes les informations nécessaires suite à la biopsie, comment se comporter et aussi les numéros utiles qu'ils peuvent ou par lesquels ils peuvent nous joindre en cas de complications. Je pense que ça c'est important. Ensuite, en résumé, je vais dire encore une fois, rôle de la biopsie, a priori, bien sûr, c'est la recherche d'un cancer de prostate. Et deuxième intention, aussi surveillance active d'un cancer de prostate connu chez les patients qui ont eu donc un diagnostic de cancer qui n'a pas besoin d'être traité dans l'immédiat. Et la surveillance active, donc typiquement au bout d'un an et demi, on refait la biopsie. Et si tout est bien, si tout est stable, on continue à surveiller le PSA et au bout de 2 ans, même voire jusqu'à 5 ans, bien que je trouve c'est long, mais voilà, on peut répéter la biopsie alors dans la suite. Et au niveau de l'évolution, ce que je ne vous ai pas montré, au début, quand il n'y avait pas de guidage échographique, bien sûr, on a fait la biopsie
manuellement. Donc on peut s'imaginer qu'avec le doigt et l'aiguille, c'est assez peu précis. Et c'est vraiment si vous avez la prostate qui est complètement dure, où vous allez certainement trouver un cancer. Guidage échographique, ça nous a beaucoup facilité déjà la tâche parce que c'est beaucoup plus précis. Et bon, après la fusion cognitive, donc, où je dirais c'est plus ou moins le standard chez nous au groupe urologique, c'est-à-dire faire une IRM avant la biopsie et de regarder, donc de retrouver les lésions décrites lors de notre échographie transrectale. Eh bien, nouveau maintenant qu'on utilise depuis un moment et surtout intéressant pour des lésions plus petites, c'est donc la cartographie en 3D, donc la fusion d'images d'IRM et d'échographie transrectale pour avoir un diagnostic plus précis encore. Voilà.